Hola, todo es portugais. Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tony sur un sujet assez particulier qui est Les expériences de mort imminente. voilà. Donc avant tout, c'est quoi la mort, enfin l'expérience de mort imminente? Alors l'expérience de mort imminente à la base c'est un ensemble de phénomènes, de visions, d'expérimentations transcendantes qui sont vécues lors d'un coma ou à l'approche d'une mort clinique. Donc c'est tout un ensemble de phénomènes qui sont décrits par plusieurs phases. Il y a certains exemples, hein. Une personne qui est dans le coma ou une personne qui est lors d'un arrêt cardiaque par exemple va vivre certaines expériences typiques de l'expérience de mort imminente. Donc il y a plusieurs phases. La première phase en général c'est plutôt, on appelle ça une décorporation. C'est-à-dire dans le langage courant on appelle ça plutôt l'OBE, donc Out of Body Experience. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire expérience de sortie hors du corps. Ok. Donc dans ces expériences-là, la première phase c'est qu'une personne va, lors de son coma ou lors d'une mort clinique, va se sentir partir de son corps et va pouvoir se voir. Donc à la troisième personne, son corps allongé, et elle va se sentir en général sortir soit au-dessus de sa tête ou soit directement se voir en tout cas allongée. Et elle va regarder ça plutôt d'un œil extérieur. Ça c'est la première phase en tout cas, c'est la décorporation. Il y a la deuxième phase qui est plutôt la vision d'un tunnel, qu'on entend bien souvent, d'une lumière. En général, ces gens-là se retrouvent d'abord dans un genre de blackout total, donc dans un genre de néant. Et au loin, ils peuvent voir une genre de petite lumière, soit qui se rapproche de plus en plus d'eux, soit eux qui s'en rapprochent, ils n'arrivent pas vraiment à le définir. Mais cette lumière s'intensifie, ils se retrouvent baignés dans cette genre de lumière, qui est pour eux entouré d'un amour inconditionnel. Cette lumière les enveloppe et ils parlent de cet amour, je parle d'amour inconditionnel, mais cet amour-là qu'ils décrivent, il est incomparable dans nos mots humains, puisque c'est un amour transcendant, qui n'a pas de mots. Ils parlent souvent que l'amour d'une mère pour ses enfants, l'amour par rapport à la personne qu'on aime le plus au monde, n'a rien à voir en termes de sensations, c'est beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et ensuite il y a aussi pour certains la vision, ou en tout cas le contact avec des êtres de lumière, ou des défunts, des gens décédés. Et ces êtres de lumière ont plutôt une forme humanoïde, donc en forme plutôt qui nous ressemble, mais sans forcément... C'est des habits de lumière, ils décrivent ça comme un habit de lumière. Et ces gens-là rentrent en contact avec la personne qui est décédée. Et du coup, genre, c'est comme s'il tendait la main et la personne elle y allait. C'est-à-dire imaginons il y a la personne qui vient pendant que l'autre, je sais pas, il est en coma, et il lui tend la main et la personne en fait du coup elle lui donne la main et ils sortent. Dans la majorité des cas, c'est plus voilà, la décorporation, ils se voient hors du corps, ensuite baigner dans cette lumière intense, et ensuite un contact avec des défunts ou des êtres de lumière qui viennent à eux, simplement qui viennent à leur rencontre. Et la personne qui vit cette expérience-là a le ressenti que cette personne-là, elle connaît totalement sa vie, mais elle ne sait pas réellement qui est cet être de lumière. Et parfois, elle rencontre par contre des gens décédés, et là, elle voit, elle se rappelle de qui ça peut être une tante décédée, un grand-père, un frère, des gens qu'elle a eu dans sa vie. Et ensuite, il y a le retour. Le retour est la phase le plus compliquée pour eux, parce que le retour pour eux est violent. Souvent, ils parlent en rentrant dans leur corps, ils ont l'impression de retrouver une genre de coquille limitée, un genre de véhicule d'acier froid qui est désagréable à retrouver. Et pour eux, c'est quand même difficile parce qu'ils passent d'un univers de félicité à un bonheur total absolu, à un retour où le corps est dur et limité. Et donc pour eux, c'est très compliqué. Donc en général, l'expérience de mort imminente, en résumé, c'est une sensation, une vision transcendante. Voilà. D'accord. Et du coup, ils se souviennent de chaque détail en se réveillant. Alors c'est la particularité des EMI, c'est que l'expérience de mort imminente laisse un profond souvenir ancré par la personne qui s'en souvient des années plus tard. Il y a des personnes qui ont vécu cette expérience qui 30 ans après t'en reparlent comme s'il avait vécu le jour même. C'est tellement intense en sensation, c'est ancré vraiment, je dirais dans la mémoire, mais même dans l'être cher de la personne.
c'est une expérience totalement bouleversante dans l'individu. D'ailleurs, la majorité des personnes qui vivent une expérience de mort imminente, il y a un changement de paradigme de vie qui s'opère, c'est-à-dire que les personnes qui reviennent à la vie, ils ont un rapport à l'humanité qui est totalement différent. Ils sont beaucoup plus ouverts à l'autre, ils sont plus dans une recherche de questionnement, d'un bonheur, d'une quête existentielle de la vie. C'est ça qui est marquant pour eux. Et du coup, pour vivre cette expérience, est-ce qu'il faut être aux portes de la mort ou, par exemple, imaginons, ce soir je m'endors et je vis ça dans mon rêve? Alors la question est très intéressante parce que... Je sais. C'est vrai que dans le mot expérience de mort imminente, il y a le mot mort. C'est un gros biais de dire expérience de mort imminente, c'est une grosse source d'erreur, puisqu'on s'est rendu compte dans les enquêtes, la recherche qui a été faite, qu'on peut vivre une expérience de mort imminente, pas forcément être à l'article de la mort, puisqu'on peut vivre cette expérience-là lors d'une méditation très intense, lors d'une conversation avec quelqu'un, en cueillant une fleur, en faisant de l'hypnose. Lors d'une chirurgie aussi générale, les patients vivent une expérience de mort imminente. Mais du coup, on peut être conscient là ou on est toujours inconscient? C'est ça la question qui se pose, c'est que l'expérience de mort imminente, elle arrive en général dans une période d'inconscience, puisque les personnes sont déclarées cliniquement mortes, mais dans les recherches, il s'avère que les personnes aussi conscientes vivent une expérience de mort imminente. Parce que jusqu'à présent, on dit que dans le monde scientifique, c'est le cerveau qui est producteur de la conscience. Mais le cerveau producteur de la conscience, ça, ce n'est qu'un concept. C'est-à-dire que ce n'est pas prouvé. C'est une idée. Or, avec tout ce qui se passe, surtout notamment dans les expériences transcendantes, on part plutôt d'un principe que c'est une conscience délocalisée hors du cerveau. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que c'est à l'instar d'un ordinateur où tu as tes données dans un disque dur. Ton disque dur a toutes tes données, à l'instar du cerveau, mais si tu détruis ton disque dur, les données elles sont quand même là quelque part et peuvent être récupérées. Et ton cerveau c'est pareil, s'il est détruit, les données sont quelque part. Mais du coup où? Et c'est là qu'on se pose la question, c'est où est cette conscience qui se délocalise lors de ces expériences transcendantes. Voilà. Ok, et du coup, tu as déjà vécu ce genre d'expérience ou par la même occasion, tu as déjà été en contact avec des personnes qui, eux, l'ont vécu? Donc moi, personnellement, j'ai pas vécu cette expérience-là, mais j'ai des personnes qui l'ont vécu. Je suis étudiant infirmier en 3e année et on fait un mémoire de recherche sur les expériences de mort imminente, en tout cas sur les récits des expériences de mort imminente à l'hôpital. Et en discutant, tu fais tout seul le récit, enfin, on est 3 à le faire. Ah, je salue au passage Clara et Fatima, mes 2 acolytes. Et on fait un mémoire de recherche là-dessus. Et on s'est rendu compte que le fait déjà, il y a des personnes qui le vivent à l'hôpital, des patients, mais aussi des soignants. Et on voudrait axer notre mémoire justement sur... on voudrait mettre en exergue le manque d'information et de formation sur l'expérience de mort imminente, puisque le terme est quand même très largement connu du grand public, mais très peu mal assimilé dans le corps soignant. Et du coup, on peut passer à côté de patients, d'expérienceurs qui le vivent. Parce que le principal problème dans ces expériences-là, c'est qu'une personne qui vit une expérience de mort imminente, en général, on enlèvera le une personne qui vit une expérience de mort imminente à l'hôpital, en tout cas qui vit cette expérience-là, comme elle vit une expérience transcendante et bouleversante. C'est-à-dire transcendante? L'expérience est tellement forte, il y a un changement de paradigme de vie qui change. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui vivent cette expérience-là, qui soient religieux ou athées. Quand ils vivent cette expérience-là, la majorité des personnes ont un changement de paradigme de vie qui s'opère, c'est-à-dire que leur vie est totalement bouleversée, quête existentielle, un sens de vie qui s'offre à eux, et du coup, ils passent d'un univers de félicité à quelque chose de très difficile pour eux, et le fait de ne pas en parler, de ne pas le verbaliser, ils passent par des troubles de l'ajustement, par un syndrome post-traumatique, donc ils passent par des phases de dépression. C'est très difficile pour eux, ça va très très loin. Et nous, en tant que soignants, c'est le rôle propre de l'infirmier. Déjà, c'est l'écoute attentive envers le patient, c'est la communication. Et rien que déjà le fait, pour l'expérienceur qui vit l'expérience, déjà de le verbaliser, on va éviter des années de troubles, de dépression justement.
Parce que parler, c'est libérer. C'est libérer l'expérience et la parole. Et c'est vrai que pour les gens qui vivent cette expérience-là, notamment à l'hôpital, ils passent par plusieurs obstacles. Déjà, certains ne connaissent pas ce que c'est l'expérience de mort imminente. Oui. Un patient qui vit cette expérience bouleversante, il ne sait pas ce que c'est. Donc déjà, il rentre dans un mutisme profond. Il y a aussi le fait de que vont penser le personnel médical. Oui. De dire, j'ai vécu cette expérience-là, j'ai été en contact avec des êtres lumineux, où je me suis vu hors de mon corps. C'est très difficile de le verbaliser. Et peut-être qu'il y en a même qui n'en parlent pas. Et il y en a qui n'en parlent pas. Et d'ailleurs, il y a certains cas, on s'est rendu compte qu'ils en parlaient 30 ans après. Et ils ont gardé ce secret pendant des dizaines d'années. Et ils ont gardé ce lourd secret profond. Et le fait un jour d'en libérer, parce qu'ils rencontrent quelqu'un qui est plutôt réceptif, quelqu'un de confiance. Le fait d'en parler, ben, ça les libère. Il y a un poids qui est en moins sur eux. Ça me fait penser d'ailleurs à Marseille. Il y a une unité spirituelle qui a été créée avec Éric Dudoit et Éliane Lheureux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent des témoignages de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. D'ailleurs, avec le film de Sonia Barcala, qui a fait un film là-dessus, où elle récolte des témoignages de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Elle récolte des témoignages de scientifiques. Et son film a un effet thérapeutique pour les patients, puisque à Marseille, dans cette unité spirituelle, on projette le film à des patients qui sont en soins palliatifs, donc qui sont à l'article de la mort. Et rien que de voir ces témoignages-là, ça permet de rassurer la suite, peu importe ce qu'il y a, ça permet de rendre plus facile la vie à trépas. Et donc il y a un réel bénéfice là-dessus. D'accord. Il y a déjà eu des preuves vraiment scientifiques sur ce sujet? On s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont observables et vérifiables lors de ces expériences-là. En exemple, on a des personnes qui étaient en coma ou qui étaient en arrêt cardiaque pendant l'expérience de mort imminente. Ils ont eu accès à des informations qui ont été vérifiables par la suite. Par exemple, il y a un homme, pendant une expérience de mort imminente, a réussi à avoir un numéro de série qui était sous le brancard, là où il se trouve sur le brancard. Il a eu par exemple aussi accès à ce qui se passe de l'autre côté de la pièce. Donc c'est des informations qui sont vérifiables par la suite. Je pense qu'il faut être humble face à tout ça, puisqu'on ne connaît pas encore tout. Oui. Mais en tout cas, on ne peut pas ignorer le phénomène qu'à travers le monde, il y a des millions de personnes qui vivent l'expérience. C'est sûr. Donc on n'est pas là pour démontrer qu'il y a une vie après la vie. On est là pour parler de faits. Il y a une personne qui relate une expérience de mort imminente. En tant que soignant, peu importe notre religion, peu importe qu'on y croit, que l'on n'y croit pas, à nos convictions, on doit avoir un minimum de connaissances et d'informations sur ce sujet-là pour accompagner le patient. Après, ça n'a rien à voir avec les religions quand même. Même si ça reste spirituel, c'est pas forcément religieux. Il y a rien de religieux. Il y a certaines personnes qui relatent leur expérience. Il y a parfois une connotation quand même spirituelle. Certains vont voir Jésus, d'autres vont voir Bouddha dans l'expérience. Mais cette caractéristique-là, elle est plutôt en phase avec leur propre conviction. En expérienceuse, c'est vrai que ça me fait penser, il y a par exemple le cas de Fabienne Raoul. En 2004, elle a été ingénieure, enfin elle était ingénieure en matériaux. Donc elle expliquait qu'elle était très cartésienne, physicienne, très dans le concret, très matérialiste. Et elle est victime d'une mort clinique. Ah oui, donc elle a vécu quoi. Elle a vécu une expérience de mort imminente et elle relate. Et elle revient à la vie et du coup elle a eu un changement de paradigme de vie. Sa vision de la vie a totalement changé. Et qu'est-ce qu'elle a fait par la suite de son expérience? Eh ben, elle est devenue sophrologue. Sophrologue qui est Sophrologue, c'est la sophrologie, ça permet par des techniques de relaxation de reconnecter le corps et l'esprit. Et du coup, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide les personnes en souffrance à se reconnecter à leur âme. Donc c'est quelque chose de très beau. Donc on voit qu'on est passé d'un métier, en tout cas, assez matérialiste, on peut le dire, à quelque chose dans l'aide à l'autre. Il y a quand même une bienveillance derrière. Et d'ailleurs, Fabienne Raoul, dans son livre Un bref passage vers l'autre monde,
fait son récit. Donc c'est Ah oui, d'accord. il y a plein de personnes qui en parlent et qui décrivent vraiment leur changement de vie. Ils changent de métier, de vie, et ils s'orientent sur plutôt dans de l'aide à l'autre, en tout cas. C'est ça qui est beau. D'accord. Bon bah je crois qu'on a fait le tour du sujet. Aurais-tu quelque chose d'autre à rajouter? Oui, j'ai terminé par une belle citation de Arthur Schopenhauer, qui est un grand philosophe, et lui qui dit que toute vérité passe par 3 étapes. La première, elle est ridiculisée. La deuxième, elle subit par une forte opposition. Et en troisième, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Pas mal. Applaudissements. Donc on vient de terminer cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, lâchez un like. Les fameux likes. Et du coup, je laisse toutes les coordonnées de Tony. D'ailleurs, tu as même un groupe Facebook sur le sujet. Et du coup, voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé de t'avoir sur ma chaîne. Merci de m'avoir reçu. Voilà. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt. Merci. Okay.